Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de vous et nous pourrons interagir ensemble là-bas. Abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout ça nous soutient énormément. Bon visionnage. Le Paris des années 30 est insouciant. Beaucoup d'artistes tels que Django Reinhardt, Édith Piaf, Charles Trenet, Joséphine Baker, Jean Gabin ou encore Jean Cocteau émergeront durant cette période. Les cabarets sont pleins, les terrasses des cafés aussi, c'est le Paris festif. On peut voir le Tour de France, des expositions, des bals. Paris porte bien son nom de ville lumière et ne se doute pas que leurs habitudes vont être soudainement bousculées. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. En Allemagne, l'atmosphère n'est pas vraiment le même. Adolf Hitler bénéficie des pleins pouvoirs et prépare dans l'ombre depuis un moment une guerre, une vengeance. Si quelques journalistes, politiques et écrivains français ont averti sur la dangerosité d'Hitler ou de son envie d'expansion, l'opinion publique ne veut pas croire en une possible seconde guerre mondiale. Pourtant, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, après que ces derniers ont envahi la Pologne. Après des mois sans franchir la ligne Maginot, vient ce qu'on appellera la drôle de guerre. L'Allemagne mène une invasion foudroyante des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Belgique, puis la France le 10 mai 1940, c'est le début de la bataille de France. L'Allemagne a remporté la bataille de France en utilisant la Blitzkrieg, une stratégie militaire rapide et coordonnée. Les forces allemandes ont contourné la ligne Maginot, considérée comme une fortification impénétrable, et ont attaqué à travers les Ardennes, prenant les forces alliées au dépourvu. Ils ont rapidement avancé, encerclant les troupes franco-britanniques à Dunkerque. Finalement, les forces alliées ont été forcées de se replier, conduisant à l'occupation allemande de la majeure partie de la France. Le 22 juin 1940, la France est officiellement occupée après avoir signé l'armistice. La ville lumière s'est retrouvée plongée dans une semi-obscurité, tant au sens propre qu'au sens figuré. Les Allemands ont imposé un couvre-feu strict, obligeant les habitants à éteindre leur lumière et à rester confinés chez eux dès la tombée de la nuit. Les rues autrefois animées se sont vidées, créant une atmosphère de silence oppressant. Le rationnement alimentaire a également frappé durement. Les Parisiens ont dû faire face à des pénuries de denrées de base, et les files d'attente devant les magasins étaient monnaie courante. Des marchés noirs ont émergé, où l'on pouvait obtenir des produits rares à des prix exorbitants. Les repas étaient souvent simples et monotones, marqués par le manque de diversité alimentaire. La censure a étouffé la liberté d'expression. Les journaux et les médias étaient strictement contrôlés, limitant la diffusion d'informations indépendantes. Les affiches de propagande allemande étaient omniprésentes,
visant à influencer l'opinion publique en faveur de l'occupant. Tout acte de résistance, que ce soit la distribution de tracts clandestins ou l'écoute de radios étrangères, était sévèrement réprimé. Pourtant, malgré ces défis, la résistance parisienne a persisté. Des réseaux clandestins se sont formés pour transmettre des informations, des œuvres artistiques clandestines ont été créées pour défier l'occupant, et des actes de sabotage ont été perpétrés. Les cafés et les salons ont servi de lieu de rencontre pour les résistants, bravant les regards indiscrets. Un moment emblématique de la résistance parisienne a été la grève générale de 1944. Les travailleurs parisiens ont cessé le travail pour protester contre l'occupant et soutenir les Alliés. Cela a été un tournant dans la mobilisation de la population contre l'occupation allemande, annonçant l'approche imminente de la libération. Henri Lafon, né en 1902, a émergé des bas-fonds criminels pour devenir un personnage central de la collaboration pendant l'occupation à Paris. À la tête de la Gestapo française, également connue sous le nom de Carlingue, il a instauré un régime de terreur sans précédent. Lafon, au comportement imprévisible, oscillait entre la brutalité la plus extrême et des moments de relative clémence, lui valant le surnom cynique de la Gestapette par ses subordonnés. Il a organisé des arrestations massives, des interrogatoires cruels et des actes de répression draconiens, contribuant ainsi à l'effort global de répression allemand. Avant la guerre, Lafon était déjà impliqué dans le milieu criminel parisien. Son ascension rapide pendant l'occupation en tant que chef de la Gestapo a été marquée par des tactiques impitoyables et des alliances douteuses. Lafon a coordonné la répression de la résistance, orchestrant des arrestations massives, la torture systématique des prisonniers et la dénonciation de réseaux clandestins. On raconte qu'Henri Lafon aurait parfois averti secrètement des résistants de futures arrestations, semant ainsi la confusion quant à ses véritables intentions. Sa relation complexe avec les nazis a donné lieu à des spéculations sur la nature exacte de sa collaboration. Après la libération de Paris, Henri Lafon a tenté de fuir mais a été capturé par les Alliés. Il a été jugé pour collaboration et crimes contre l'humanité et a été exécuté en 1946. Fernand de Brinon, né en 1885, a navigué dans des eaux politiques tumultueuses en tant que commissaire général du gouvernement français auprès de l'administration militaire allemande. Sa tâche délicate consistait à maintenir une certaine autonomie française tout en répondant aux exigences allemandes. De Brinon a été impliqué dans des négociations secrètes visant à protéger des trésors artistiques français pillés par les nazis. En parallèle, il a joué le rôle d'organisateur d'événements mondains, tentant ainsi de gagner des faveurs allemandes en exposant des œuvres d'art volées lors de soirées élégantes. Avant la guerre, Fernand de Brinon était un diplomate respecté. Son rôle ambigu pendant l'occupation l'a exposé à des critiques sévères après la libération. De Brinon a œuvré pour préserver des éléments du patrimoine artistique français, tout en présidant des cérémonies et des expositions visant à légitimer l'occupation allemande. Il était connu pour son charme et son élégance, des traits qu'il utilisait pour masquer ses compromis complexes avec l'occupant. Fernand de Brinon a été jugé pour collaboration à la libération et a été exécuté en 1947. Violette Sabot, née en 1921, incarne l'héroïsme au cœur de la résistance. Recrutée par le SOE britannique, elle a été parachutée en France en 1944 pour mener des missions de sabotage et de renseignement. Son courage exceptionnel s'est manifesté lors de son arrestation par les Allemands. Malgré une torture intense, Sabot a résisté à la divulgation d'informations cruciales, devenant ainsi une figure emblématique de la résistance française. Sabot était une jeune mère et veuve dont le parcours vers la résistance a été motivé par une détermination inébranlable à lutter contre l'occupation. Violette Sabot a mené des opérations de sabotage,
organisait des parachutages d'armes et participait activement à des missions de renseignement en France occupée. Sabot utilisait des poupées en porcelaine pour dissimuler des messages secrets lors de ses rencontres avec d'autres résistants, illustrant son ingéniosité. Capturée en 1944, Violette Sabot a été déportée en Allemagne et exécutée au camp de concentration de Ravensbrück en 1945. Pierre Laval, né en 1883, a été un acteur majeur de la politique française pendant l'occupation. 2 fois Premier ministre, il a été nommé par le maréchal Pétain pour maintenir une certaine indépendance politique tout en coopérant avec les Allemands. Impliqué dans la politique de Vichy, Laval a suscité la controverse en collaborant zèleusement. Son rôle dans la déportation des Juifs a ajouté une dimension sombre à sa carrière politique. Avant la guerre, Laval avait une carrière politique distinguée, mais ses choix pendant l'occupation ont profondément entaché son héritage. Laval a travaillé étroitement avec les Allemands, soutenant des politiques discriminatoires et contribuant à l'effort de guerre allemand. Laval entretenait une correspondance secrète avec Heinrich Himmler, montrant sa volonté de coopérer étroitement avec les nazis. Son rôle dans la déportation des Juifs a conduit à sa condamnation à mort après la guerre. Après avoir fui en Espagne, Laval a été livré aux autorités françaises. Jugé et reconnu coupable de trahison, il a été exécuté en 1945. André Borel, né en 1919, était une résistante franco-belge parachutée en France pour des opérations de sabotage. Initialement rejetée par le SOE en raison de sa petite taille, elle a prouvé sa valeur sur le terrain. Capturée par les Allemands, elle est devenue l'une des premières femmes agents secrets à être exécutée, symbolisant le sacrifice de nombreux résistants. Borel était une jeune femme audacieuse, passionnée par l'idée de libérer la France occupée. Malgré son expulsion initiale du SOE en raison de sa petite taille, André Borel a été parachuté avec succès en France, participant activement à des missions de sabotage. René Bousquet, né en 1909, a été un haut fonctionnaire français impliqué dans la politique collaborationniste de Vichy. Coordonnateur de la rafle du Vel d'Hiv, marqué par l'arrestation de milliers de Juifs, Bousquet a été jugé après la guerre. Échappant à la peine de mort, son assassinat en 1993 a ravivé les débats sur la justice et la rétribution. Bousquet avait une carrière administrative avant de prendre des responsabilités sous le régime de Vichy, où son implication dans la déportation des Juifs a laissé une tache indélébile. René Bousquet a été tué devant chez lui en 1993 par un militant juif, provoquant une réaction contrastée entre ceux qui considéraient son assassinat comme une forme de justice personnelle et ceux qui soulignaient l'importance d'un système judiciaire équitable. La rafle du Vel d'Hiv, opération coordonnée par René Bousquet, s'est déroulée les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. Cette tragédie a été marquée par l'arrestation massive de milliers de Juifs, dont de nombreux enfants, dans un acte de collaboration entre le régime de Vichy et les autorités d'occupation allemandes. Les forces de police françaises, sous la direction de Bousquet, ont ciblé délibérément les familles juives, les rassemblant au Vélodrome d'Hiver. Les conditions insupportables dans le stade surpeuplé ont ajouté à l'horreur de cet événement. Environ 13 000 Juifs, dont 4 000 enfants, ont été arrêtés lors de cette opération. Ils ont été par la suite déportés vers les camps de concentration nazis, marquant l'un des épisodes les plus sombres de la collaboration française avec les forces d'occupation allemandes. Pour l'anecdote, Bousquet avait organisé la rafle dans le but de montrer aux Allemands la coopération zélée du régime de Vichy. Les conditions inhumaines au Vélodrome d'Hiver ont laissé une marque indélébile sur la mémoire collective. Avant la libération, Paris était encore sous le contrôle de l'occupant allemand. La résistance intérieure, constituée notamment des forces françaises de l'intérieur, avait préparé le terrain pour l'insurrection. Les résistants, dirigés par Henri Rol-Tanguy,
ont commencé à occuper des points stratégiques, préparant les combats de rue. Les combats de rue ont été particulièrement féroces, avec des affrontements dans des quartiers emblématiques comme le Marais, Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Les forces résistantes, soutenues par la population parisienne, ont progressivement repoussé les forces allemandes. Les troupes alliées, principalement la 2e division blindée du général Leclerc, ont atteint les portes de Paris. L'avancée rapide des troupes alliées a contribué à désorganiser les forces allemandes et à faciliter la coordination avec la résistance intérieure. Les troupes alliées et la résistance ont convergé vers le centre de Paris. Charles de Gaulle, symboliquement, est arrivé sur les Champs-Élysées et a salué la foule libérée. Le 25 août, Paris est officiellement libéré. La libération de Paris a été un moment clé dans la libération de la France occupée et a eu un impact significatif sur le moral des Alliés. Elle a symbolisé la résilience de la population parisienne et la détermination de la résistance. Les événements de la libération ont également consolidé le rôle de la France libre et de Charles de Gaulle dans la reconstruction du pays après la guerre. Il y a tant d'anecdotes et de personnages à creuser en profondeur. Nous nous ferions un plaisir de vous proposer d'autres vidéos sur cette thématique, où nous pourrions rentrer plus dans les détails. N'hésitez pas à partager vos anecdotes en commentaire et mettre un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche. C'était Memoria Temporum. À bientôt.